Mesdames et messieurs, chers conférenciers, M. Bourg, Mme Parizeau, M. Pigeon, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette table ronde intitulée « Vers une économie permacirculaire ». Point d'interrogation. Mon nom est André Poitvin, directeur de l'Institut EDS, et je serai le modérateur de cette table ronde. Je vous rappelle que cette table est organisée par l'Institut EDS, dont la mission consiste à faire la promotion d'une vue d'ensemble des questions d'environnement et de développement durable afin de mobiliser les différents acteurs de la société. J'aimerais aussi vous informer que dans le cadre d'une nouvelle collaboration entre l'Institut EDS et la Bibliothèque de l'Université Laval, cette dernière a produit une belle sélection de livres, d'atlas, de cartes, de films qui abordent les concepts d'économie circulaire et de développement durable. Une sélection des publications des conférenciers vous est également proposée et quelques éléments de cette sélection en format imprimé sont accessibles dès ce soir, vous l'avez vu à l'entrée, et ainsi qu'un lien à la liste complète présentée sur notre site Web et sur le site donc aussi de cette table ronde. Cette sélection ne constitue qu'un échantillon, bien sûr, d'une collection beaucoup plus vaste et nous vous invitons, bien sûr, à en profiter pleinement. Donc, si le concept de limite biogéophysique de la Terre, tel que décrit par Rockstrom et Stephen, est de plus en plus admis, comment arriver à ne pas dépasser ces limites? C'est bien la question urgente à laquelle, bien sûr, économistes, philosophes, politiciens même, s'attaquent actuellement. Croissance verte et économie circulaire font bien tranquillement leur chemin en proposant un autre mode de développement, mais ils se heurtent quand même assez rapidement aux mêmes souplesses sémantiques qu'autrefois le développement durable. Dès lors, entre micro et macro, comment un nouveau modèle économique pourrait-il reconnaître un espace sécuritaire pour le développement de la société, respectant bien sûr le plafond environnemental et le plancher social? C'est ce à quoi s'attarderont ce soir nos trois conférenciers autour de cette proposition d'une économie non pas seulement circulaire, mais bien permacirculaire. Alors, nos conférenciers, en commençant par M. Dominique Bourg, est professeur et chercheur à l'Institut de géographie et durabilité de la Faculté des géosciences de l'environnement de l'Université de Lausanne. Philosophe, M. Bourg est reconnu pour ses recherches et ses nombreuses publications sur le développement durable, les risques et le principe de précaution, les stratégies de dématérialisation, donc l'économie circulaire, entre autres, et de fonctionnalité, et la démocratie écologique. Il est un véritable pionnier de l'intégration des questions d'environnement et de développement durable dans l'enseignement et dans la recherche interdisciplinaire en France. M. Bourg est membre de nombreux comités de rédaction des revues spécialisées en développement durable. Il a également participé à plusieurs commissions officielles en France, dont le Conseil national du développement durable, la fameuse commission Coppens, qui a été responsable de la préparation de la Charte de l'environnement, désormais d'ailleurs une annexe à la Constitution française, rien de moins. Il a aussi été le vice-président de la commission et le groupe d'études sur l'économie de la fonctionnalité pour les discussions au Grenelle de l'environnement et a reçu de prestigieuses distinctions, dont celle d'officier de l'Ordre de la Légion d'honneur en 2013. Bienvenue, M. Bourg. Mme Parizeau est professeure titulaire à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, où elle y enseigne la philosophie morale et l'éthique appliquée, la bioéthique et l'éthique de l'environnement, plus particulièrement, depuis 1987. Ça fait de vous une doyenne. Membre de la COMEST, c'est-à-dire la Commission mondiale de l'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'UNESCO depuis 2012, elle a été élue présidente en septembre 2015 du même organisme. Elle est également membre de la commission d'éthique du programme européen Green Skills, portant sur l'agriculture, l'environnement, les aliments et la santé animale. Mme Parizeau a été membre de la commission de l'éthique en sciences et en technologie du gouvernement du Québec de 2010 à 2015. Et enfin, elle est membre du comité scientifique de l'Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique à Québec. Merci et bienvenue, Mme Parizeau. Monsieur Pigeon, Louis-Étienne Pigeon, détenteur d'un doctorat en philosophie obtenu à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, Louis-Étienne Pigeon est actuellement chargé d'enseignement à l'Université Laval. Il enseigne l'éthique de l'environnement dans le cadre de divers programmes de formation scientifique. Ses domaines de recherche comprennent l'éthique de l'environnement, la philosophie politique, l'épistémologie et la philosophie japonaise contemporaine. Au plan de la production scientifique, M. Pigeon travaille sur l'utilisation du concept de milieu humain dans le domaine de l'éthique appliquée, que ce soit pour porter un regard sur les nouvelles technologies en développement ou pour analyser la relation de l'être humain à la nature. Bienvenue, M. Pigeon. Alors, le format de la table ronde ce soir est que M. Bourg présentera rapidement, enfin en 20 minutes,
pas plus, comme on dit. Les tenants et aboutissants de ce concept d'économie permacirculaire, avant de procéder à une période de discussion avec nos deux panélistes, Mme Parizeau et M. Pigeon, auxquels j'assisterai plus que je ne participerai. Et par la suite, j'inviterai les gens à poser des questions à nos panélistes et les gens aussi qui nous suivent en web en ce moment seront aussi appelés à poser des questions. Ce que je vous demanderai, c'est d'être très clair dans la question que vous poserez et à quel panéliste pour qu'on puisse bien sûr répéter la question pour nos gens qui nous suivent à distance. Alors, sans plus tarder, veuillez accueillir nos trois conférenciers. Merci, M. Poitvin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie aussi l'Université de Laval et l'EDS pour son invitation. Alors effectivement, en 20 minutes, je vais essayer de brosser comme ça un portrait assez rapide, en cherchant quand même à être un peu précis, de ce qu'on peut entendre par l'économie circulaire. Alors déjà, peut-être première question à laquelle on peut tenter une forme de réponse. Pourquoi économie circulaire et pas rester dans le développement durable? C'est la première question qu'on peut se poser. Vous allez voir, la réponse est en quelque sorte à double détente. D'un côté, l'expression même de développement durable, elle souffre quand même d'une certaine élasticité sémantique. On peut la tirer dans des sens très différents. C'est sans doute aussi une des raisons de son succès. Mais disons que par rapport aux deux objectifs qu'on pouvait trouver dans le rapport Brundtland, c'est-à-dire une réduction des inégalités en termes de répartition de la richesse sur Terre d'un côté et une réduction des perturbations globales du système Terre, on doit dire que de ce côté-là, c'est quand même un échec cuisant. Comme vous le savez, même si effectivement une partie de l'humanité est sortie de l'extrême pauvreté, en même temps, jamais les inégalités en termes de répartition de la richesse n'ont été aussi fortes et finalement dans chaque pays. Vous connaissez tous le nouveau chiffre de l'ONG Oxfam, dont je vous rappelle que les chiffres de base d'Oxfam sont tirés du Crédit Suisse, donc vous me permettrez de trouver que c'est très solide, et où effectivement, désormais, vous avez 8 personnes qui, en termes de fortune, cumulent l'équivalent des revenus des 3,6 milliards de personnes les plus pauvres sur cette planète. J'y reviendrai tout à l'heure en termes de dégradation de l'environnement global, c'est franchement pas mieux. Alors, est-ce à dire qu'il faille jeter à la poubelle le développement durable? Non, certes pas. Il draine avec lui des apports qui sont importants. Il faut plus voir ça comme une avancée où on cumule des choses que comme le fait de simplement critiquer ce qui précède, qui serait relativement stérile. Et le concept lui-même d'économie circulaire, d'où d'ailleurs l'expression économie permacirculaire, souffre déjà d'une élasticité, on va le voir, relativement équivalente. Alors, si on veut vraiment sortir de ces ambivalences sémantiques, eh bien, je dirais qu'il faut poser la question suivante, c'est quel est l'objectif de ce qu'on appelle l'économie circulaire? Et on verra que du coup, l'objectif de l'économie permacirculaire est légèrement différent. C'est tout simplement de répondre à la situation, disons-le, dramatique dans laquelle nous sommes, et en termes de répartition de la richesse, et en termes de dégradation de l'environnement global. Et dans un premier temps, mais on ne peut pas isoler les deux, effectivement, l'économie circulaire va plutôt s'occuper de la base matérielle de la société et de répondre à ce défi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, et je vais y revenir, c'est l'effet de ce qu'on appelle la grande accélération qui s'est produite à compter des années 50. À compter des années 50, vous voyez tous les flux de nos activités, mais à commencer par la population humaine et par le PIB, qui connaissent une envolée exponentielle et une envolée assez vertigineuse. Mais comme disait notre ami Goethe, les arbres en général ne montent pas jusqu'au ciel. Donc il va sans doute falloir que ces courbes, à un moment donné ou un autre, redescendent. Et donc déjà, première remarque, c'est que nous avons un problème de flux d'énergie et de flux de matière sous-jacent à nos activités et pas simplement un problème de pollution. La pollution, bien sûr, existe, mais si l'on va se tourner derrière un des instruments les plus intéressants pour mesurer la situation où nous sommes, M. Poitvin en a parlé tout à l'heure, c'est les fameuses limites planétaires. Il y a 9 limites planétaires que nous avons
transgressées. Je vous les rappelle, je vais revenir sur certaines d'entre elles très rapidement, mais les deux premières, et, si vous voulez, dont le franchissement a un effet systémique pas immédiat, on y reviendra, c'est aussi important, c'est le climat, dans un cas, donc le cycle du carbone sous-jacent, et tout ce qui concerne l'intégrité de la biosphère au sens restreint, c'est-à-dire au sens de l'ensemble des êtres vivants, au sens de la biomasse. Ça, c'est les deux premières limites qu'on a franchies. S'y ajoute la limite en termes d'usage des sols, que nous avons franchi plus récemment, la limite en termes de flux d'azote et de flux de phosphore. Là, ces flux sont plus de 2,5 fois ce qu'ils seraient sans les activités humaines. On peut ajouter l'acidification des océans, la déplétion de la couche d'ozone, l'introduction dans le système biosphère d'entités nouvelles. Autrefois, on parlait de pollution, mais c'est plus large et on ne parle même plus de pollution. Et vous voyez, ça n'est qu'un item sur les 9. Les aérosols soufrés, j'ai peut-être dû oublier. Alors, l'usage de l'eau aussi, quelque chose de très très important. L'acidification des océans qui est un effet du changement climatique. La déplétion de la couche d'ozone. Grosso modo, on doit avoir les 9 limites. Sur ces 9, comme je vous le disais, nous en avons franchi 4. 3 ne sont pas chiffrables, c'est-à-dire on n'est pas capable de quantifier où nous en sommes. Et les 3 qui n'ont pas été franchis, eh bien, on n'est plus très très loin de la zone de franchissement. Et si le trend de nos sociétés continue à l'identique, nous franchirons les 3 prochaines limites dans un avenir proche, d'1 ou 2 décennies, mais pas plus. Revenons simplement sur la question du climat pour vous montrer quand même, parce que c'est un des points très importants, c'est pas le seul, on ne peut pas d'ailleurs isoler le climat des autres paramètres. Mais je vous rappelle, résultat d'une recherche très très récente publiée il y a quelques jours, notamment à nouveau par Stephen, qui a repris justement ce thème des 9 limites planétaires avec Rockström, eh bien, le changement du système climatique aujourd'hui suscité par les actions humaines avance 170 fois plus vite que l'effet des facteurs naturels. Vous m'avez bien entendu, 170 fois, ce qui veut dire que notre influence humaine neutralise complètement les facteurs naturels sur la courte durée, celle qui nous concerne au premier chef. Si vous m'aviez posé la question il y a 4 ans, je vous aurais dit que l'élévation moyenne de la température à la surface du sol sur Terre est située à 8 dixièmes, 7 centièmes au-dessus de ce qu'elle était dans les années 1880. Aujourd'hui, je dois vous dire que c'est à 1,7 degré. 1 degré, 2 dixièmes, 7 centièmes. En 3 ans, on a connu une avancée vertigineuse. Normalement, si on corrige avec El Niño, on revient à 1,1 degré, mais comme vous l'avez vu, on a connu ces jours-ci, dans l'Arctique, les mêmes sommets de température, une température de 20 degrés Celsius supérieure à la moyenne, vous m'avez bien entendu, 20 degrés. Vous avez une canicule terrible en Australie. On peut voir sur le net circuler des fichiers, je ne sais plus quelle espèce animale, on voit carrément les animaux mourir en masse. Pas que les baleines, c'est pour autre chose d'ailleurs sans doute, mais en masse au sol, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc la correction avec El Niño, on verra bien à la fin de l'année en cours si on doit la maintenir ou non. Donc sur le plan climatique, on est quand même dans une situation extrêmement inquiétante qui va beaucoup plus vite que tout ce qu'on avait prévu. On ne sait pas s'expliquer la rapidité du changement qu'on connaît depuis 3 ans. Si l'on regarde du côté d'un autre indicateur tout à fait systémique, celui du vivant, les choses ne sont pas beaucoup plus favorables. Eh bien, en termes, cette fois-ci, d'érosion des populations qui prépare ensuite l'effondrement des espèces, nouveaux chiffres sortis par le WWF, mais c'est 2 labos londoniens qui sont derrière, eh bien, entre 1970 et 2015, c'est 58% des vertébrés sauvages qui ont disparu. En fait, si je prends par exemple les reptiliens, les amphibiens, les poissons, les oiseaux, c'est au moins 40%, y compris très probablement aussi pour les insectes. Donc on insiste à une véritable destruction massive du monde vivant qui n'a pas exactement les mêmes causes. Là, ce n'est pas simplement nos flux, c'est avant tout la masse démographique qui est en cause. On pourrait y revenir, si vous voulez, dans la discussion. Du coup, effectivement, on connaît déjà une accélération très importante du rythme d'érosion des espèces.
Durant l'histoire de la Terre, c'était 2 espèces sur 10 000 par siècle. On est au moins à 100, et ça varie en fonction de la catégorie, comme je viens de faire juste avant, sur laquelle on se focalise, mais jamais le socle bactérien, qui est en dehors de cette histoire. Mais bon, donc on peut s'attendre, compte tenu du rythme d'érosion des populations, à ce que le rythme d'érosion des espèces s'accélère dans les prochaines décennies, évidemment aussi sous la tutelle du changement du climat terrestre. Donc on est dans une situation qui est dramatique. À ça, vous pouvez ajouter une autre des raisons pour lesquelles on doit réagir et construire ces économies circulaires, c'est que pour beaucoup de nos ressources, on commence à être au taquet. Et on est même pris dans une espèce de cercle vicieux, parce que pour pouvoir produire de l'énergie non carbonée, on a besoin de métaux, de plus en plus de métaux, et notamment parmi ces métaux, de métaux semi-précieux, même si on a fait des progrès du côté de l'éolien, on n'a pas besoin autant qu'avec les panneaux à couche mince, ça n'empêche qu'on a toujours autant besoin. Donc on a besoin de plus de métaux, mais pour aller chercher des métaux, on a besoin de plus en plus d'énergie. Aujourd'hui, la part de l'énergie primaire qu'on consacre à l'extraction des métaux, c'est 10% de la production d'énergie primaire sur Terre. Et ce chiffre augmente, lui, de façon exponentielle. Quand vous devez aller chercher des métaux beaucoup plus profonds, et souvent ces métaux dont on a besoin pour ces techniques nouvelles, ce ne sont pas des métaux qu'on peut aller chercher pour eux-mêmes, mais comme coproduits d'autres métaux, eh bien, le coût énergétique ne cesse d'augmenter. Et donc là, on est pris dans une sorte de cercle vicieux. Voilà les 2 raisons, si vous voulez, qui dictent ce que doit être une économie circulaire. Une économie circulaire, c'est une économie qui doit justement faire redescendre les flux, de telle sorte qu'on revienne, alors évidemment pas demain, mais qu'on revienne à l'issue d'un certain temps à l'intérieur de l'espace de sécurité dont on n'aurait jamais dû s'éloigner, tracé par ces 9 limites planétaires à la Rockström-Stephen. Ça, c'est un indicateur assez solide. On peut aussi prendre un autre indicateur qui, pour le public, est peut-être plus parlant, qui est l'indicateur de l'empreinte écologique. Nous devrions revenir, là aussi, à échelle d'1, 2, maximum 3 décennies, à une planète. Il ne faudrait pas consommer plus que ce que la planète permet de produire et ce qu'elle permet, en quelque sorte, d'absorber comme effet de nos flux, justement. Donc ça, c'est le vrai objectif d'une économie circulaire. Donc l'objectif d'une économie circulaire, et je dirais en fait permacirculaire, vous allez voir pourquoi, eh bien c'est de ramener les flux, de les faire redescendre sur 1, 2, 3 décennies pour qu'on revienne à quelque chose que la Terre, sur un temps long, peut en quelque sorte encaisser. Alors il est d'autant plus important de le faire que, si vous voulez, ce qui caractérise justement le dépassement de ces limites planétaires, c'est qu'il ne s'accompagne d'aucun signal. Nous nous mettons en danger sans qu'aucun signal ne nous le fasse comprendre. Si vous voulez, là, si je prends par exemple le climat, imaginons qu'on arrête aujourd'hui toutes nos émissions, par enchantement évidemment, c'est pas possible. Eh bien, sachez qu'en 2050, grosso modo, on aurait déjà au moins 3 dixièmes de plus. C'est simplement ce qu'on a accumulé depuis 30 à 40 ans qui va s'exprimer, commencer à s'exprimer dans les 30 à 40 années qui vont venir. Si on avait une augmentation de 3 degrés à la fin de ce siècle, on aurait à partir du milieu du siècle suivant, à partir de 2150, 5 degrés. Et ces 5 degrés d'augmentation, on les maintiendrait au moins pour 5000 ans selon nos modèles. On n'est pas dans une crise, là. On est dans un changement structurel et on a le devoir de revenir dans ces limites. Alors ça, c'est l'économie permacirculaire. L'économie circulaire, elle regarde simplement les flux et elle regarde simplement le fait qu'on peut continuer à les consommer. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'elle préconise, c'est de redescendre à une croissance des flux d'1% maximum, voire plutôt 1,5%, parce que si vous les laissez croire plus, ce qui se passe depuis des décennies, où par exemple pour la consommation de métaux, on en est à 3,4, en grosso modo, voire 3,8, je crois, par an de croissance de la consommation de la plupart des métaux, eh bien quand vous recyclez, vous ramenez dans le circuit économique des choses qui sont rentrées 20, 30, parfois 40 ans avant. Et si vous avez un taux de croissance important de la consommation, ça veut dire que la part que vous recyclez, quand vous la réintroduisez dans le circuit économique, c'est peanuts. Et en fait, l'effet sur l'épargne en matière de ressources est nul quasiment. Si vous regardez par exemple tout ce qu'on a
recyclé en termes de fer tout au long du XXe siècle, on n'a jamais épargné que 5% de matières premières. 5% de la consommation de tout le siècle. Donc là, on serait dans l'économie circulaire. Effectivement, ça assurerait une certaine forme de circularité. OK, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il faut revenir dans l'espace de sécurité. Il faut revenir à l'empreinte d'une planète. Et ça, c'est effectivement l'économie permacirculaire. Alors, faut-il le faire avec croissance, pas croissance? Je vais vous dire, je m'en moque. Les indicateurs ne sont pas ceux-là. Les indicateurs sont ceux qui concernent la sécurité de l'humanité, au long cours, d'un côté, et puis des indicateurs sociaux, immédiats, de l'autre. C'est ça qu'on doit regarder. Si ça se fait avec une petite croissance, de toute façon, elle est en dessous des 2% maintenant, et on n'a aucune idée, aucun espoir de la voir repartir à la hausse, pourquoi pas, on s'en moque. Si effectivement, matériellement, on revient dans les choses. Maintenant, s'il faut décroître, même le PIB, parce que au jour d'aujourd'hui, vous avez un récent rapport de l'ONU qui a été publié en juin 2016 qui nous montre que la consommation de ressources, et tout spécialement de métaux, croît beaucoup plus vite depuis 2000, avec l'émergence des classes moyennes des pays émergents, croît beaucoup plus vite que le PIB mondial. Donc, OK, maintenant, est-ce que ça serait si dramatique? Ben non, parce qu'il faut bien vous dire que depuis une quarantaine d'années, presque 5 minutes, 4-5 minutes, depuis une quarantaine d'années, les fruits que nous donnait la croissance du PIB, eh bien, ces fruits, cette croissance ne nous les donne plus. Et d'ailleurs, en fait, ces fruits se sont transformés les uns après les autres en poison. Premier fruit, au Québec comme en Europe, c'est les fameuses 30 glorieuses dans l'après-guerre. On a tout connu des taux de croissance qui avoisinaient les 5%. Manifestement, cela a débouché pendant 25 ans sur une amélioration claire et nette du bien-être des populations. Pourquoi? Parce que c'était essentiellement une croissance qui changeait nos infrastructures et qui permettait des services publics qui fonctionnaient très bien. Éducation, hôpitaux, etc. Logement plus grand, quand même électroménager aussi, meilleure isolation, chauffage, etc. Infrastructures de transport, etc. Depuis le début des années 70, la croissance a pris une autre tournure. Elle est plutôt sur du progrès d'ailleurs plutôt incrémental et sur de petits objets. Consommation effrénée de petits objets. Ça ne donne plus du tout ce même sentiment d'accroissement du bien-être. Et au contraire, vous avez des lauréats d'études aujourd'hui, les deux courbes se sont inversées. La croissance, au contraire, aujourd'hui, telle qu'elle est, aujourd'hui, elle débouche sur un affaiblissement, si ce n'est même un affaissement du sentiment de bien-être. Depuis une vingtaine d'années, de façon générale, la croissance qui nourrissait nos emplois débouche plutôt sur une destruction nette d'emplois. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, vous avez 45 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, 45 juste au-dessus, 3,5 millions d'enfants qui dorment dans la rue et 15% de la population qui se nourrit avec des bons alimentaires. Et vous ne voyez pas ça dans les statistiques du chômage. On sort petit à petit toutes sortes de catégories. L'Allemagne, qu'on donne en exemple, j'ai plus le chiffre, mais c'est au moins 25% des salariés qui sont dans des sous-emplois contraints en ayant des salaires de 400 à 500 euros. Voilà ce que ça donne. Et si vous voyez aujourd'hui le numérique, il n'est pas évident qu'il améliore cette situation. On pourrait même plutôt s'inquiéter et redouter l'inverse. Troisième chose, et là, je viens déjà de l'esquisser, je vous l'ai dit, je ne vais pas y revenir, mais troisième fruit, c'est effectivement, eh bien, si vous voulez, la croissance classique. Alors, les États-Unis de 1920 à 70 a vraiment puissamment réduit les inégalités. Sachez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le niveau d'inégalité est redevenu exactement ce qu'il était en 1920. C'est-à-dire qu'en 40 ans, on a annulé tout l'effort de la période 20-70. Donc voilà, regardons les vrais indicateurs, occupons-nous des vrais problèmes, laissons les querelles croissance-décroissance, qui doit décroître, c'est les flux, et on ne le fera pas au bout du compte sans aussi changer de civilisation. Petite publicité, on sort avec mon co-auteur Christian Hansperger un livre justement pour une économie permacirculaire à la fin du mois d'août. On commence déjà à embrasser cet aspect civilisationnel. Là, on le fait sous l'angle démocratique.
mais sous l'angle d'une modification de la conscience aussi de chacun, au profit d'une conscience qui, espère-t-on, pourrait un jour devenir plus réflexive. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Bourg, pour cette présentation, ma foi, tout à fait succincte. 20 minutes. Alors, j'inviterai maintenant Mme Parizeau ou M. Pigeon. Qui veut commencer la discussion? Bien, merci beaucoup pour cette présentation fort éclairante. En fait, moi, je commencerai avec une petite question. C'est un aspect peut-être qui était, je dirais, entre les lignes de votre présentation, c'est concernant tout le principe d'innovation technologique. On sait qu'on est dans un monde qui carbure à l'innovation technologique. Il y a même une économie de l'innovation qui est très présente et qui est très valorisée. Dans un contexte où ce que l'on veut, c'est diminuer des flux, comment est-ce qu'on peut faire sens de l'innovation technologique à l'intérieur d'une économie permacirculaire? Alors, je crois que déjà, il faut peut-être changer le regard qu'on porte sur l'innovation technologique. Si vous voulez, l'innovation technologique jusqu'à aujourd'hui, c'est une innovation où on veut toujours aller plus vite, être plus puissant. L'effet sur la planète, l'effet sur la justice, l'effet sur la question du bien-être, des inégalités, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas probant. En plus, ce type d'innovation, en général, ignore sa dépendance aux matériaux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est extrêmement grande et extrêmement importante. Donc, pour moi, il conviendrait, si on prenait au sérieux cette idée d'économie permacirculaire, de revenir à une innovation qui soit à la fois écologiquement et socialement finalisée. Et donc, c'est sans doute une innovation. Alors, on a besoin évidemment d'innovation, ça, on ne va pas revenir là-dessus, c'est une évidence, mais il va falloir qu'on fasse fonctionner un peu plus notre imagination et qu'on fasse réentrer la diversité dans l'innovation. L'innovation, elle peut être high-tech, elle continuera par certains côtés. Il y a toujours des domaines où il faudra préserver du high-tech. Elle pourra être medium-tech, et puis dans beaucoup de cas, elle devrait être low-tech, parce qu'on n'aura plus cette même disponibilité en termes de matériaux, en tout cas pendant la période qu'on va connaître, les décennies qui viennent, qui vont être une période extrêmement tendue parce qu'apparemment, au moins jusqu'en 2050, on est sur une tendance à la hausse démographique. Après, évidemment, ça peut peut-être redescendre. Dans certains cas, ça pourrait redescendre très vite, en un siècle et demi à 3 milliards. Donc là, évidemment, ça rechangerait la donne, mais on a cette période très, très délicate où on va être extrêmement nombreux, avec des coups de tabac climatiques incessants notamment, des pressions sur les ressources. Et donc l'innovation, elle va devoir cibler cette période très très particulière. Qu'elle redevienne différente après, pourquoi pas. Mais donc voilà, il va falloir qu'elle joue sur ça et surtout qu'elle soit à nouveau finalisée. Et qu'elle ne soit pas que, si vous voulez, qu'elle n'ait pas comme boussole que l'élévation des coûts boursiers. Merci pour votre présentation, mais ça me pose quand même certaines questions sur... est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard? C'est-à-dire d'avoir un discours qui, finalement, nous renvoie encore à un discours économique, en nous disant, ben voilà, il faut des indicateurs, sachant tout ce que vous avez décrit. Est-ce que, finalement, sur le plan de changer de civilisation, est-ce qu'il ne faut pas carrément changer de système? Et je dis ça de façon un peu provocative, évidemment, mais on voit dans certains mouvements l'idée de que ça s'effondre, quoi. Vous avez des mouvements un peu, disons, un peu extrémistes dans la pensée qui vont dire, eh bien, que la civilisation occidentale s'effondre, et puis après ça, on verra. De toute façon, on est dans un système qui n'est pas durable et qui, comme vous l'avez décrit de façon très claire, est en train de dysfonctionner à tout niveau. Alors la question, c'est quelle sera la prochaine crise qui va faire en sorte que le système s'effondre. Enfin, il y a un certain nombre de théoriciens qui disent, dans le fond, il y a une théorie de l'effondrement civilisationnel. Et est-ce que notre discours, finalement, sur l'idée d'une transformation n'est pas déjà trop tard? Alors, je suis débordé à ma gauche.
Effectivement, c'est une question que je me pose et que, disons, tous les gens qui s'intéressent à ces sujets se posent. Un collapse, un effondrement de la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui est tout sauf impossible. Il est même très probable, pour tout dire. Maintenant, un effondrement, ce n'est pas le jour d'après. Si vous prenez le référent romain, par exemple, puisque là, on a quand même une partie du monde qui s'est alors effondrée, ça a été très, très variable selon les endroits. Si vous regardez dès le début du 5e siècle, dès 410, pour la raison du sac de Rome, eh bien, les bateaux de Rome n'arrivent plus au sud de l'Angleterre. Très rapidement, vous n'y trouvez plus de monnaie, plus de tuiles romaines, plus de poterie. En tout cas, la belle poterie romaine avec ses couleurs, avec sa variété de formes standardisée, mais sa grande variété de formes. Tout ça disparaît et en 20 ans, quelques petites invasions aidant, les gens reviennent à un style de vie qui était celui de l'âge du bronze. Et quand vous faites des fouilles au château de Tintagel, qui est juste à peu près 1 kilomètre d'une ancienne villa romaine, là où peut-être a séjourné le roi Arthur, eh bien vous n'y trouvez pas une seule pièce de monnaie. Vous m'avez entendu, pas une seule. Vous n'y trouvez qu'une poterie noire, friable et moche, etc., etc. Si vous regardez sud de la Gaule, nord de l'Afrique, ben c'est plus un phénomène beaucoup plus lent sur 2 siècles. Donc peut-être va-t-on devoir essuyer un effondrement. Bon, j'irais entendre vous dire que si Donald Trump en a pris pour 8 ans, l'effondrement est déjà commencé et absolument assuré. Mais bon, toujours est-il que ça ne sera pas pareil partout et que de toute façon, tout ce que l'on doit penser maintenant, c'est des choses qui doivent pouvoir aussi, en quelque sorte, valoir après. C'est-à-dire l'effondrement de la civilisation, ce n'est pas la fin de l'humanité. C'est un moment de violence, d'extrême difficulté, mais l'humanité, elle va continuer à s'organiser, elle se réorganisera, et il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, si effectivement, c'est très difficile de savoir comment une société peut bouger. Vous pouvez avoir des événements, d'ailleurs à la limite, ce qui est en train d'arriver, qui vont faire que vous avez une prise de conscience qui est celle d'une petite partie de la société qui va s'amplifier à différents endroits. On peut assister à des effets de bascule rapides. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on peut assister à un délitement, il est déjà là, qui va se prononcer. Mais le délitement s'accélérant, vous aurez déjà des effets de restructuration et des poches qui vont s'organiser autrement. Donc, effondrement ou pas, la chose est importante. Alors maintenant, faisons bien attention. Effectivement, c'est gênant de parler d'économie circulaire parce qu'on a l'impression que l'économie à elle seule serait le ressort de la société. Non. En fait, vous le voyez bien, pour revenir à cette régression des flux, ce n'est pas un problème économique. Ça pose des difficultés économiques. Mais c'est un problème de valeur, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de civilisation, c'est un problème de psychologie. On n'est pas du tout seulement dans l'économie. D'où l'intérêt dans le livre qu'on va sortir de lier économie et justement organisation de la société. Mais derrière, on s'intéresse aussi à des questions beaucoup plus profondes. Là, on est bien d'accord. Ce n'est pas une question qui est qu'une question économique. Les déterminants ne sont pas économiques, ils sont biosphériques et civilisationnels. Mais la mise en œuvre en passe par de nouvelles régulations économiques. Et dans ces nouvelles régulations économiques, vous avez par exemple des chercheurs aujourd'hui qui imaginent une monnaie qui serait assise physiquement et sur le carbone et sa réduction. Alors, si vous faites ça, autant vous dire que le système économique change du tout au tout. Donc ce qu'il faut penser, c'est comment les leviers avec lesquels on peut agir sur le système économique nous amènent à réélargir notre éventail mental et à ne pas être que sur l'économique. Sans ça, il est clair qu'on ne s'en sortira pas. Est-ce que je peux me permettre? Non, rapidement. Non, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'innovation technologique, là, et puis pour éviter la catastrophe, plusieurs voient la technologie comme une réponse intéressante, là, mais j'aimerais vous entendre sur l'effet de rebond. Pourquoi est-ce que, à toutes les fois que la technologie devient de plus en plus efficace, est-ce que l'effet de rebond en vient à tuer toutes les avancées? Comment ça s'explique d'un point de vue sociologique? Alors, le premier à avoir expliqué ça, c'est un économiste anglais, Jevons, qui est un des 3 fondateurs de l'économie néoclassique, mais dans ses recherches qui ont alimenté l'économie classique, il a complètement oublié ce qu'il avait écrit dans La question du charbon, où il nous montrait à l'époque, il avait fait cette analyse, il disait, plus on fera des progrès en termes
d'efficacité dans l'usage de la vapeur. Mais bien entendu, plus on fera des progrès en termes d'efficacité dans l'usage de la vapeur, et au bout du compte, plus on consommera de charbon. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le progrès technique, en général, ce qu'il arrive à faire, c'est à ce qu'on produise les mêmes biens ou les mêmes services en utilisant moins de flux de matière et moins d'énergie. Quand c'est le cas, ça signifie que le coût d'accès sur le marché de ces biens qui utilisent moins de matière et moins d'énergie est moindre, donc le nombre d'acheteurs explose. L'usage de ces biens lui-même devient de plus en plus intense, et donc au bout du compte, les gains à petite échelle débouchent sur un surcroît de consommation à échelle globale. Ce qui fait qu'effectivement, une économie circulaire, permacirculaire, ça nécessite des séries d'indicateurs à des échelles différentes. L'intérêt, c'est que les progrès que vous pouvez faire à petite échelle, le jour où on parviendra à juguler ce qui rentre dans le système, ça deviendra efficace. C'est pour ça qu'on est en quelque sorte très conciliant. Il ne s'agit pas de condamner ce qu'on fait, mais les conditions qui font que le type d'ingénierie qu'on connaît aujourd'hui ne débouche sur rien sont le fait qu'on est sur un système ouvert et qu'effectivement, les gains de productivité à petite échelle débouchent systématiquement sur des consommations à plus grande échelle. Alors pour compléter un peu sur le progrès technique, ce qui permet d'autre, c'est aussi de créer des biens et des services nouveaux. Donc du coup, évidemment, si c'est des biens et des services nouveaux, vous consommez encore plus de matière et d'énergie. Parfois, ce que permet le progrès technique, c'est de remédier certaines destructions qu'on a faites. Et dans ce cas-là, c'est assez intéressant, mais ça vaut qu'à l'échelle locale. Mais cela dit, on sait faire des choses assez extraordinaires à l'échelle locale. En revanche, on n'a pas de technologie réparatrice à l'échelle globale. Quand on voit ce qu'on pourrait faire de mieux en termes de géo-ingénierie, on pourrait au mieux, à des risques sans doute très importants, écrêter simplement le changement climatique, surtout pas l'annuler, l'écrêter. Et à quel coût ? Donc, si vous voulez attendre du progrès technique qu'il nous sauve, c'est une attitude qui est totalement infondée. Pour moi, ça, franchement, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas quelque chose qui est contre le progrès technique. Pour que ce progrès devienne utile et intéressant, il faut qu'il soit enchâssé dans des régulations qui sont de nature différente de celles qu'on connaît. Donc voilà sur la question du progrès technique, enfin, à mes yeux. Oui. En fait, plus qu'on parle de technique, j'aurais une autre question qui m'est venue en tête. En fait, c'est quand on parle d'économie à l'heure actuelle, un des problèmes qu'on a, c'est la prépondérance des activités extractives, qui sont largement, finalement, la source de plusieurs des flux dont vous avez traité, que ce soit des flux métalliques ou autres. Ouais. On peut voir l'activité extractive comme quelque chose de strictement technique ou économique. C'est souvent comme ça qu'elle nous est présentée. Là, dans une chaîne, on aura extraction, production, consommation et rejet. Vous avez bien d'ailleurs identifié que le rejet, c'est le stade pollution. Souvent, c'est celui qu'on connaît. C'est le plus visible. C'est celui qu'on essaie de traiter, mais qu'en fin derrière, il y a d'autres choses qui sont à traiter. Et en fait, ma question tient au fait que l'extraction n'est pas simplement le maillon d'une chaîne, mais a une existence sociale particulière, comme technique, comme symbolique aussi, le rapport à la nature. Et que l'extraction ne vise pas seulement les matières enfouies dans le sol, c'est-à-dire qu'il y a une culture de l'extraction. On peut faire de l'extraction en faisant du recyclage. On peut avoir une attitude extractive à partir d'une ressource qui a été recyclée, ou on peut même avoir une attitude extractive à partir d'une population humaine. Ce qu'on appelle de l'exploitation. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, comment est-ce qu'une économie permacirculaire peut, en fait, contourner ce qu'on peut appeler une culture de l'extraction? Alors, la finalité d'une économie permacirculaire, c'est précisément de ramener, comme je le disais, de nous ramener dans l'espace de sécurité. Donc, effectivement, dans un premier temps, de réduire énormément nos flux d'énergie et nos flux de matière. Et c'est donc de viser, de façon générale, à l'extraction minimale. Et effectivement, vous-même, vous faites très judicieusement le lien entre les différentes modalités d'extraction. Et c'est évidemment aussi une relation différente à la productivité. J'en vois par exemple au livre de Tim Jackson, « Prospérité sans croissance ».
et du coup une attitude totalement opposée à l'exploitation de façon générale. Et c'est surtout le fait de se souvenir que nous sommes une espèce vivante parmi d'autres et que l'on vit au sein de ce qu'on appelle le système Terre. Et n'oublions pas que c'est un système. Et on continue à raisonner comme si l'humanité était hors nature, un peu comme la philosophie et la science classique. C'est-à-dire, effectivement, on connaît certains mécanismes de la nature, on peut, à partir de cela, maîtriser les choses, et puis on obtient les résultats que l'on souhaite. Or, vous savez que ça ne se passe absolument pas comme ça. Ce qui caractérise un système, c'est que le système influe sur ces éléments. Il va soit intensifier, soit contrecarrer l'expression de certains de ces éléments, ce qui fait que dans un système, eh bien, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. D'une part, et que d'autre part, dans un système, on connaît des points de rupture, des seuils, qu'on est incapable de prédire à l'avance, et qui vont faire que brusquement, c'est carrément l'état même du système qui change. Et ce qui nous fait peur, c'est que là, on est peut-être proche de seuils de ce type-là. Alors, imaginez qu'on va maîtriser le système Terre et qu'on va être justement dans cette mentalité extractive de maîtrise absolue de la nature, parce que c'est ça que ça voulait dire aussi. Eh bien, c'est se leurrer, parce que finalement, nous sommes sur Terre un peu comme un vaisseau dont le capitaine ne disposerait pas de carte marine. Il ne saurait pas où sont les récifs et les côtes, et où de temps en temps, quand il donne un coup de barre à bâbord, le bateau se déplace à tribord, ce qui est assez gênant pour éviter des récifs qu'on ne peut pas voir. Donc, non, nous ne sommes pas les maîtres sur Terre. Nous l'avons cru. Et il y avait des raisons philosophiques à cela. On imaginait que l'espèce humaine était hors nature. C'est tout le dualisme cartésien, mais c'est en fait l'héritage d'une certaine interprétation biblique, pas de la Bible, ne l'oublions pas non plus, c'est important. Bon, il va falloir qu'on se défasse de toutes ces vieilles luttes, en quelque sorte. Alors, je reviens un peu sur la question d'une société de consommation que vous décrivez très bien, qui est un problème donc de valeur, orienté vers l'acquisition des biens et comme valorisation culturelle et sociale. Et la trajectoire économique actuelle va tout à fait dans l'accentuation du système de consommation. Parallèlement à ça, l'innovation technologique va dans le sens du développement de la robotisation. Donc, on a à l'horizon des pertes d'emplois, donc des transformations sociales au niveau du travail. Et ce que l'on voit derrière ça aussi, c'est qu'on génère de plus en plus d'exclusion sociale. Donc, le système économique actuellement est comme un train qui fonce dans le mur, en quelque sorte. Alors, la question, c'est, vous parlez de l'économie permacirculaire comme étant une des possibilités de sortir de cette trajectoire. Alors, si on voit ça comme ça veut dire qu'il faut que les cultures, les États, adhèrent à une nouvelle forme, si vous voulez, de compréhension, puis là je rejoins ce que Louis-Étienne a dit, du rapport à la nature, du rapport à la dépendance à la nature. Et l'économie permacirculaire, est-ce que, alors là je vais être un peu provocative encore une fois, est-ce que c'est pas une réponse européenne, c'est-à-dire localisée un peu parce que dans le fond, ça permet de répondre à l'évolution même de ce que l'Europe a été et que ça serait une des réponses culturelles, mais c'est pas nécessairement la réponse que des pays comme la Chine, l'Afrique ou, je sais pas moi, les Philippines auquel ça serait la réponse culturelle, si vous voulez, parce que finalement, la structure de l'économie, il y a des États qui sont plus ou moins dominants, et puis elles sont structurées autour d'une conception culturelle, je dirais, occidentale. Tout à fait. Alors, c'est même le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, la culture consumériste, disons les 30-40 dernières années, s'est étendue à la planète entière. Vous ne trouvez quelques poches de résistance, quelques Amérindiens, genre Kogi par exemple, qui eux sont persuadés que spirituellement ils doivent sauver le monde, ils ont du boulot. Les peuples de la mer en Thaïlande, les Moken, les Moklen, qui considèrent que... Alors ils sont marrants parce que si de temps en temps ils jouent à la loterie et quand ils gagnent, ils distribuent tout de suite. Ils ne gardent pas l'argent parce qu'ils aiment bien jouer. Mais ils pensent que l'argent, c'est la pire des choses parce qu'elle vous fait croire que vous n'avez pas besoin d'autrui.
Je trouve ça assez joli. Et il faut aussi se souvenir que ce modèle consumériste, il n'est pas si ancien que ça, anthropologiquement. Il est très récent. Il se construit sciemment dans les années 20 aux États-Unis. On va casser des réflexes d'économie, des réflexes, alors d'économie au sens traditionnel, c'est-à-dire je suis économe de mes ressources de façon générale. Il a eu un succès fou, il s'est effectivement étendu partout. Mais souvenez-vous de ce que racontait Max Weber en rappelant la réaction des ouvriers paysans lorsque certains capitaines d'industrie du XVIe siècle leur ont offert de leur payer plus le travail qu'ils faisaient à la maison pendant la saison froide. Et évidemment, imaginez les gens de l'époque, pas de gazette, pas de publicité, pas de web, etc. On avait un manteau pour la vie. En général, au bout de quelques années, il tenait tout seul, on n'avait pas besoin de porte-manteau. Donc, pas de culture d'achat, ça n'avait pas de sens. Et donc, la réponse qui a été celle des ouvriers et ouvrières de l'époque, c'est non, ça ne nous intéresse pas. Si vous nous payez plus, c'est très bien, on va travailler moins. Et quand les colons espagnols ont donné des outils en métal à la place des outils en pierre aux Amérindiens, les Amérindiens avaient réagi exactement de la même manière. Pourquoi vous voulez qu'on travaille plus ? Vous donnez des outils qui permettent d'avoir 2 fois le résultat en moins de temps. Donc vous êtes fous, quoi. Bon. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est inscrit dans la nature humaine. C'est quelque chose qu'on a construit. Alors, ça veut simplement dire que la nature humaine n'est pas facile à trouver, qu'elle offre une certaine plasticité, mais ce qu'on a su construire, même si ça ne va pas être simple, on devrait savoir le déconstruire. Et puis, je peux vous assurer que dans un pays, par exemple, comme la Chine, où j'ai eu une thésarde et où je continue à avoir un certain nombre de liens, les gens ne sont pas fous, ils savent très bien. Alors, surtout, en plus, eux, ils ont connu une croissance extrêmement rapide avec, pour le coup, une augmentation de flux vertigineux. Alors là, avec des effets de pollution qui sont vraiment dramatiques. Et c'est la seule chose sur laquelle le régime chinois laisse l'information passer. Eh bien, ils savent très bien que le modèle dans lequel ils se sont eux-mêmes enferrés, ils ne pourront pas le maintenir indéfiniment. Ils seront eux aussi obligés de changer leur civilisation. Donc voilà, on est un peu tous face à ça. Comme on s'est mondialisé, comme on a mondialisé un type anthropologique, eh bien nous sommes tous confrontés à ce type anthropologique par rapport auquel il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination. En fait, il reste du temps? Oui, OK. En fait, j'aimerais ça un peu poursuivre sur le même thème parce qu'on parle de grandes transformations du rôle social, en fait. On parle d'une société de consommation qui doit se résorber, qui n'a pas le choix, qui ne peut pas survivre. Maintenant, comme la modalité de relation sociale, c'est la consommation, si on la discrédite et si on valorise quelque chose comme une frugalité ou une sobriété ou une simplicité volontaire, un des mécanismes, c'est de rendre les gens pauvres. Il n'y a rien de plus simple que d'arrêter de consommer quand on n'a pas de sous. Ouais, donc, à ce moment-là, c'est ni simple et c'est ni volontaire, mais ça marche. Ouais, ça marche très bien. Le problème est chez ceux qui en ont de l'argent. Donc, comment convaincre, en fait, les gens qui en ont de l'argent, qui ont les moyens de consommer ou de ne pas consommer, de leur dire de ne pas consommer? Par quel mécanisme de valorisation on peut passer d'une valorisation de la surconsommation à une valorisation de la sobriété ou de la frugalité? Ça, c'est une colle. Bon, écoutez, je vais commencer par une anecdote. Il y a quelques années, il y a une enquêtrice qui me demandait je ne sais plus trop quoi, et juste avant, elle avait fait une étude chez un certain nombre de milliardaires. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'était pas Trump. Et ce qu'elle avait constaté, alors chez ces milliardaires-là, je n'ai pas dit qu'ils se comportent tous de la même manière, c'est qu'ils adoraient le zen. Des maisons magnifiques, mais la magnificence était dans l'espace et dans l'agencement de l'espace, pas dans les objets. Et en fait, leur intérieur était très, très, très simple, beau par la forme, mais absolument pas dégoulinant de gadgets. Alors, maintenant, je ne vais pas vous dire non plus qu'on va tous devenir milliardaires, mais bon. De toute façon, on est déjà en train de devenir moins riche. Vous avez un tassement des niveaux de vie, et si on veut que l'ensemble du genre humain accède au standard dont je parlais tout à l'heure, le standard qui est donné par certaines infrastructures, il faudrait que nous, on consomme moins pour que ceux qui n'y accèdent pas puissent y accéder. Alors ça, c'est une obligation éthique, c'est pas une chose politique, on est bien d'accord. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, effectivement, ce qui serait intéressant, mais là, évidemment, c'est un vœu pieux, c'est de voir les élites bouger et les amener elles-mêmes à changer leurs valeurs. C'est ce qu'espérait John Stuart Mill. Vous avez vu ce qu'il en est devenu. Pas exactement ce qui s'est passé. Cela dit, on a franchi tout ça. Et je crois qu'il y a une certaine forme de sevrage. Et dans les gens aujourd'hui qui décident d'aller vers une simplicité volontaire, c'est pas la 16, hein, attention, hein, la sobriété, c'est pas la 16, c'est la sobriété. C'est pas des pauvres. C'est pas des pauvres. Systématiquement, c'est pas des... Alors, je dis pas que c'est des richissimes, hein, mais en général, c'est plutôt classe moyenne, voire classe moyenne supérieure. Si vous voulez, moi, j'ai un exemple historique à donner, alors j'en ai qu'un, je suis désolé, mais c'est ce qui se passe au IIIe et IVe siècle, surtout IIIe, dès la fin du IIe, c'est comment certaines élites romaines, même parfois des honoratis, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires romains, se convertissent au christianisme et changent totalement leur style de vie, pour un style de vie extrêmement sobre. Ben évidemment, si ça nous arrivait, ça serait génial. Maintenant, évidemment, je n'ai pas moi le moyen de faire que ça advienne. Je constate simplement que vous avez des petites poches. Est-ce que ces petites poches vont se développer? Je ne suis pas Madame Soleil. Je ne peux que le souhaiter peut-être naïvement. Ça prend une révélation. Non, je dirais même que ça prend un nouveau Christ, là. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire un sauveur. On va féminiser cette fois-ci. Et c'est un peu un autre problème, c'est-à-dire est-ce qu'on peut simplement incarner le changement dans le sauveur? Parce écoutez, quand on voit aussi les élections américaines, c'est un peu ce qui est advenu, c'est-à-dire on cherche des sauveurs. Alors, est-ce que, sur le plan politique, cette fois-ci, est-ce qu'il y a des moyens de faire changer, en quelque sorte, les comportements de ceux qui ont le pouvoir? Alors, tout ça, c'est des questions très, très difficiles, surtout que parfois, les choses peuvent aller assez vite dans certains mouvements d'idées. Hein. Moi, ce que je constate, je continue à suivre la politique française, même si j'ai la double citoyenneté, je suis aussi citoyen helvétique. Je suis la vie politique dans les deux pays. Vous imaginez ma peine, hein, parce que c'est une double souffrance et une double peine. Mais bon, ce que je constate du côté français, avec le cas Fillon, vous avez peut-être entendu parler de ça, voilà quelqu'un qui trouvait absolument normal de demander aux gens de se serrer la ceinture et lui de s'en mettre plein les poches. Ça lui paraissait absolument normal. Il est totalement scandalisé que, du coup, ça ne soit plus du tout acceptable. Alors que la France est plutôt un pays qui avait une tolérance à la corruption, disons, non légère, hein, pour employer un euphémisme. Et on voit que certaines choses changent. On voit, et ça, c'est un des bons effets de la démocratie. Maintenant, effectivement, on a l'exemple nord-américain, donc les États-Unis, où là, l'élection de Trump, on ne peut pas la comprendre sans les indicateurs que j'ai donnés tout à l'heure. Sans l'état de la population, sans l'effet du web aussi, qui a carrément cassé ce qu'on avait avant, c'est-à-dire une espèce de commun informationnel, où chacun est enfermé dans sa niche. Donc là, on voit les effets de certaines technologies. On voit qu'on accumule tous les défis aujourd'hui. Et on n'a pas que le défi environnemental, c'est le moins qu'on puisse dire. On a un défi démocratique immédiat et extrêmement inquiétant, mais probablement que la solution est la même pour les deux. Et effectivement, si on n'y arrive pas, si vous voulez, volontairement, ce qui effectivement est peu probable, hein, malheureusement, je dois le dire, eh bien, les événements nous aideront à changer nos habitudes. Mais ça se fera dans la douleur. Et est-ce qu'on a même encore vraiment le choix? Vous vous interrogez là-dessus, on peut se le demander. Alors, avant de passer aux questions de la salle et du web, j'aimerais juste faire un commentaire parce que vous avez fait une analogie à l'architecture tout à l'heure et c'est mon domaine. Alors, un collègue américain s'est vu visité par un client et il voulait faire une maison de quelque chose comme 600 mètres carrés et il voulait que ce soit une maison éco-énergétique. Alors, il a dit, tu as juste à la faire à 300 mètres carrés, c'est terminé, tu vois. Donc, c'est une question de besoin, hein, énormément. Et je pense que pour favoriser le changement, il faut donner aux gens des opportunités de changer. Et je pense que dans le terme de gouvernance, c'est ce qu'on devrait vraiment toujours privilégier. Parce que si l'opportunité, elle est ludique, si l'opportunité, elle est amusante quelque part, ça va se faire. Mais si on est juste ringard, c'est sûr que c'est difficile à passer. Alors,
Tu es d'accord? Bon. Alors, j'ai une question ici sur le web. Je ne suis pas tellement certain de la façon de la présenter parce qu'il semble manquer des verbes, mais bon, je lis. Le rôle des pays développés pour aider les pays en voie de développement pour la réalisation des stratégies de développement durable. Les plans pour mettre en relief des impacts des changements climatiques. Comment prévoir le changement des modèles économiques des pays du Maghreb de l'Afrique vers une économie circulaire pour préserver les sources de matières premières pour la génération future. La question nous est donnée par M. Ben Maakoui. Alors, une économie, comme je le disais, une économie permacirculaire, elle ne peut être permacirculaire que si elle est globale. Et c'est évidemment toute la difficulté, on le voit avec le climat aujourd'hui. On peut avoir une politique climatique dans un pays, c'est sympathique. Alors, cela dit, ça peut inciter les autres à le faire, mais c'est pas, comment dire, ça ne suffit pas. Donc, une économie permacirculaire, ça peut pas être, je sais pas moi, le Canada et l'Europe, et puis la Chine qui est linéaire et le Maghreb qui est linéaire. Donc, c'est des modèles où les choses doivent s'échanger. Et du coup, effectivement, comme on peut arriver à des remises en cause assez profondes, l'intérêt, c'est qu'on a peut-être aussi des leçons à apprendre de ce qui peut se faire au Maghreb, de ce qui peut se faire ailleurs, parce que l'inventivité humaine, elle est partout. Et puis, les gens qui ont été habitués à des registres économiques différents, peut-être que s'ils ne se laissent pas trop contaminer par certaines visions des choses, peut-être qu'ils auront envisageront des solutions auxquelles on ne pense pas, parce qu'ils ont peut-être un acquis qui reste encore, qui n'est pas complètement enfoui comme peut-être le nôtre. Donc une émulation sur Terre pour circulariser l'économie, c'est peut-être pas forcément un mauvais projet. Bonjour, je m'appelle Jean-Germain, je suis licence politique en ingénierie environnementale à l'Université Laval. Merci pour la conférence. J'avais deux questions que j'avais avant la conférence et qui ont été parfaitement répondues. Et aussi un commentaire que j'ai au point de vue. Mon commentaire, c'est Mme Parizeau par rapport au fait qu'on se devrait être transport. Selon moi, j'ai beaucoup espoir que le futur risque d'être très intéressant. Je pense qu'on est présentement, et c'est ça, on appuie beaucoup, on continue à apprendre. Et avec cette défense qu'on a, on est prêt, je crois, à avancer. Et en tant que tel, j'ai beaucoup espoir en mes collègues, en mes concitoyens, aussi dans la société, comme de quoi on va être capable d'avancer. Je pense d'ailleurs que c'est dans les pires moments de crise, les pires moments que les meilleurs moments de l'humanité vont par la suite ressortir. Je pense que c'est ce qu'on a besoin, on trouve une société plus humaine, une économie aussi plus humaine. Et justement, cette intention, il y a beaucoup de jeunes ici dans la salle. Et en fait, je m'implique beaucoup par rapport à ces différentes questions. Je pense que les gens sont aussi intéressés à s'impliquer. Et je me demande ces différentes questions-là, d'économie circulaire, de décroissance et tout, s'il y a l'espace présentement dans nos instances décisionnelles, aussi démocratiques, sur les entreprises, dans les CA ou dans nos instances nationales, s'il y a l'espace pour discuter ces questions-là. Et s'il y a l'espace pour en discuter ou non, quel devrait être le message? Quelles devraient être vraiment les premières approches pour en parler? On parle du développement durable présentement, on dirait que c'est comme une entrée vers ce fameux monde qui a la décroissance et l'économie circulaire, mais on se rend compte que l'impact est négatif. Donc, quel est le bon message? Est-ce que le développement durable est quelque chose d'autre? Donc, voilà, c'est une question. Merci. Alors, le bon message, c'est sans doute... Oui, pardon. Ah oui, je répète la question. Oui, mais alors elle est un peu longue, la question. Alors, si je résume, c'est d'une part, quel est le message qu'on peut faire passer pour que ce qui existe, ce qui se développe aujourd'hui, la partie de la population qui accepte aujourd'hui de changer, elle est non négligeable. Hein. Comment on peut faire pour que ça se diffuse plus et que ça remonte aux instances de décision? C'est en gros ce que vous avez dit? Oui, est-ce qu'il y a l'espace pour parler de décroissance oui. Circulaire dans nos instances décisionnelles? Et si oui, qu'est-ce que vous? D'accord. Alors, pour ce que vous venez de redire, c'est-à-dire quel espace pour discuter de ça de façon publique. Je vais vous donner un exemple extrait de la vie suisse, pour le coup. C'est une votation. C'est que les Suisses votent souvent, hein, et c'est une démocratie semi-directe. Donc, pour certaines questions, on s'en remet directement à la population avec une votation. Et là, en septembre dernier, a été soumis à la votation une initiative très intéressante qui venait des Verts suisses et qui proposait d'introduire dans la Constitution helvétique un petit paragraphe qui disait la chose suivante.
La Suisse s'engage à l'horizon 2050 à ne pas consommer plus d'une planète au prorata de sa population. Pas mal quand même, pour un pays qui n'est pas pauvre. Hein. Alors évidemment, c'était refusé à 63%. Oui, ne rigolez pas. C'était refusé à 63%, mais ça a été majoritaire à Genève, majoritaire à Lausanne, majoritaire à Zurich. C'est-à-dire qu'en fait, dans les villes, ça a été majoritaire. Ça devrait vous rappeler quelque chose qui s'est passé à côté, hein, il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est pas perdu. Ça bouge. Je ne pense pas du tout qu'on aurait eu un tel résultat il y a 3-4 ans. Donc, voilà, c'est vrai que la situation n'est pas simple, elle est extrêmement dangereuse, mais on n'a pas le droit, moralement, de se démoraliser. On a le devoir de faire comme si et de tout faire pour que ça change. Si ça ne change pas, on verra bien. Mais en tout cas, on doit tout faire pour que ça change, et ne serait-ce que ça, c'est le devoir qu'on a, nous, en tant que pédagogues, par rapport aux gens jeunes qu'on a en face de nous. Alors après, l'autre partie de la question, c'est sur la question du récit. Parce qu'on est tellement, formaté par le discours consumériste, qu'effectivement, consommer moins, ça paraît comme une privation, la plupart du temps. Donc, comment rendre une vie différente, plus attrayante? Là, je dirais que c'est aussi la part des littéraires, la part des artistes, de nous aider à construire des récits pour faire qu'on ait un récit plus intéressant, pour vendre le changement. Enfin, vendre, c'est horrible. Enfin, pour convaincre par rapport au changement. Mais vous voyez, moi-même, je suis totalement consumériste, c'est absolument effrayant. Mais bon, voilà, ça, c'est extrêmement important. Et toutes ces questions d'environnement, on voit bien que ça ne marche que si on arrive à faire collaborer des gens avec des compétences très, très différentes. Ça va de l'artiste, du philosophe, jusqu'à l'ingénieur, en passant par l'agronome et l'agriculteur. Donc, voilà, là, on a vraiment besoin d'imagination pour nous aider à ouvrir notre imaginaire, en quelque sorte. Comme j'ai été interpellée, je voudrais juste réagir un peu. Pourquoi j'ai parlé d'effondrement? C'est parce que c'est des choses dont on discute sur le plan théorique et puis, je crois, qui nous interpellent. Et je crois que c'est important aussi de voir les limites parce qu'à ce moment-là, on réagit aux limites et on réagit positivement. Mais réagir positivement, ça ne veut pas dire être aveuglé. Et là, je crois que le discours qu'on entend, surtout dans le domaine, si vous voulez, économique, technologique, de la performance et puis de l'efficacité, nous aveugle un peu sur la réalité des problèmes. Alors, c'était aussi pour, justement, tester les limites, en d'autres termes. Y a-t-il, oui, une autre question? Oui, bonjour, merci beaucoup d'être venu. Présentation très intéressante. J'ai des centaines de questions, mais pour l'honneur du monde, je vais en poser quelques-unes. Je suis étudiant en économie, donc je vais poser une question dans mon domaine. J'aimerais savoir comment, dans un modèle perma-circulaire, doit-on concevoir la production de richesses? Est-ce qu'on devrait limiter les domaines d'activité économique? Et dans un second temps, comment récompenser le travail humain? Est-ce que c'est par l'argent? Et si oui, par l'argent ou toute autre forme de monnaie? Et si oui, doit-on contrôler notre façon d'utiliser cette monnaie? Alors, merci pour votre question. Donc, si je la reprends, donc vous êtes étudiant en économie et votre souci, c'est dans un modèle permacirculaire, comment on continue en quelque sorte à valoriser le travail, comment on récompense le travail, comment on continue à récompenser la production. C'est ça, je me suis... Et aussi, doit-on contrôler les domaines où il y a production? Oui, et aussi doit-on contrôler les domaines. Alors, dans le livre qu'on propose avec Christian Hansperger, justement, notre idée, si vous voulez, c'est pas de demander aux gens de sauter 5 mètres tout de suite. Ça marche pas. Donc, c'est de partir de l'état de la société, et puis, c'est... de se donner des objectifs. Alors, le premier objectif qu'on ne discute pas, c'est la métavision, c'est les limites. Mais à partir de là, vous avez de multiples façons de vous y conformer.
Et disons, grosso modo, il y a 3 secteurs un peu de notre société. On a un secteur capitalistique, on a l'économie sociale et solidaire, puis on voit un petit secteur d'expérience se conforter aujourd'hui et se multiplier. OK, on a donc ces 3 voies. Nous, on pense à quelque chose comme un revenu de transition écologique, pas du tout inconditionné, pour aider le secteur expérimental à atteindre, dans un premier degré, une certaine forme de solvabilité, pour que des types d'activités qui aujourd'hui ne sont pas possibles puissent l'être. Et finalement, j'aurais presque envie de dire que le meilleur gagne. Peut-être qu'il y a des domaines où le secteur capitalistique va rester le seul à pouvoir fournir des objets clés qui vont servir à tous les autres. Peut-être que le secteur de l'économie sociale et solidaire va finir par devenir beaucoup plus important. Peut-être que le secteur d'expérience va voir une part des gens plus importante à aller vers lui. Et ce qui est important là, c'est qu'avec ce genre de modèle-là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que notre démonstration est un peu compliquée, mais on distingue style, mode et genre de vie pour montrer que, si vous voulez, s'il est vrai que le marché, jusqu'à un certain temps, a pu s'accompagner, si vous voulez, de la garantie des libertés, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. En voulant maximiser les libertés d'option sur un marché, liberté économique, on réduit aujourd'hui très fortement les autres libertés. Par exemple, avec un traité comme le CETA, qui fait beaucoup de bruit en Europe, bon, etc., etc. Donc, notre idée, c'est il faut que la liberté reste quelque chose de fondamental, mais elle s'exerce en fonction d'une métavision, c'est-à-dire d'objectifs matériels. Il faut que l'empreinte redescende. Mais les façons de le faire peuvent être très, très variables. Bon, il me semble que c'est une manière de répondre à votre souci. Et l'idée, c'est de se donner des conditions initiales qui soient pas trop impactantes, avec des paliers qu'on va franchir. Et évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance, et Dieu merci, la créativité, la façon dont on va se déployer, comment les valeurs vont changer, etc. Donc, les leviers, ils ne portent que sur certains aspects. Et ils doivent ménager une grande créativité, par ailleurs. C'est un peu ça l'idée qu'on essaie de défendre. Je ne sais pas si on y est arrivé, vous jugerez sur pièce, hein, mais en tout cas, c'était l'intention qu'on avait. Et mon collègue est économiste, hein, voilà, pour vous rassurer. Juste une petite question. Peut-être que vous pourriez me donner un exemple de ce secteur-là d'expérience. Je vois bien l'économie solidaire, bon, tout ça, on connaît bien, mais dans ce que vous appelez l'expérience, qu'est-ce que ça peut être? Alors, il y a plein de choses différentes. Ça peut être une ferme en permaculture. Et par exemple, il y a certaines structures publiques en France qui sont en train de... Parce que le gros souci, c'est quand vous avez des grosses fermes aujourd'hui, alors c'est petit par rapport à l'Amérique du Nord, mais par rapport à l'Europe, c'est pas rien, de 500-600 hectares qui se vendent, vous n'avez plus de familles qui les rachètent. Vous avez des grands groupes. Et alors là, je dois dire, après, c'est mort. Donc certaines municipalités se rendent compte de ça, rachètent les terres et les redispatchent pour en faire des petites structures en permaculture, loué en quelque sorte pas trop cher aux acteurs pour que ça devienne rentable. Alors, ce n'est pas la vraie permaculture. Souvent, c'est du bio-intensif, dirait Éric Duchemin, le grand spécialiste à Montréal, hein, de l'agriculture urbaine. Un peu sur le modèle de la ferme du Bec et Loing, qui est très connue en France. Mais ici, vous avez un livre qui fait florès, là, sur jardinier, qui va un peu dans le même sens, d'un auteur montréalais, ça me reviendra, mais c'est un très beau livre. Donc, je vais vous donner un autre exemple. On a dans le master qu'on a mis en place un séminaire qu'on appelle Expérience et acteurs, et on invite systématiquement des gens qui ont fait leurs preuves de façon très très différente dans ce qu'on appelle la durabilité forte. Ça va de l'industriel au berger. Et d'une des personnes qu'on a reçues, c'est quelqu'un qui, comme la personne précédente, étudiant en économie, qui a fait une thèse d'économie. Et puis finalement, avec sa compagne, ils ont décidé, c'était facile parce qu'ils avaient un héritage familial, de reprendre une ferme à 1100 mètres dans les Cévennes. Ils y élèvent des brebis, mais des brebis rustiques, pour qu'il y ait moins besoin, et en même temps, ils installent des structures et ils appellent leur ferme une ferme philosophique, et ils offrent des stages de réancrage dans la nature et dans le terroir.
Voilà un modèle d'activité expérientielle nouveau. Je vous en donne un autre. C'est un autre jeune, comme ça, très très jeune. Lui a passé sa thèse il y a 3 ans. L'autre l'a passé carrément l'an dernier. C'est une thèse très brillante en droit sur la question de l'alimentation. Mais il a écouté Marie-Hélène, il est complètement persuadé de l'effondrement. Donc, il ne veut pas. Et lui, il a monté une ferme. C'est pareil, ils sont 2 couples. Ils ont fait ça en Suisse, dans la vallée de Joux. Si un jour vous allez en Suisse, allez voir la vallée de Joux, c'est très très joli, ça vous rappellera votre Canada. Et là, ils ont fait des expériences, ils sont allés chercher des plants polonais pour cultiver les céréales, ce qu'on n'a jamais fait dans la vallée de Joux. Et ça marche, etc. etc. Et ça peut être un Fab Lab, ça peut être un atelier qui essaie de produire quelque chose de low-tech, ça peut aller dans des sens très 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 différents. Et ça, c'est un secteur qui, partout un peu, il y a des poches qui se lancent. On est dans un moment charnière de l'histoire, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc de ménager des formes d'expérience comme ça, c'est à mes yeux extrêmement important. Bon, après, je pourrais en donner d'autres, mais voilà déjà quelques exemples. Une autre question de la salle? Non, c'est quelqu'un qui quitte. Ah, voilà. Allez-y. Le jargon, la corporation. Est-ce qu'on pourrait vendre ce concept-là d'économie circulaire aux entreprises, aux corporations pour qu'ils l'adoptent peut-être ceux qui sont vraiment un grand acteur, j'allais dire économique, mais politique de notre société? Alors, la question, j'ai eu un moment de... La question, elle porte sur un peu l'assise coopérative des entreprises. De savoir si une corporation peut adopter oui. le modèle de coopération. Je pense que oui. D'ailleurs, vous avez ici au Québec un syndicat CSN qui, avec la Fondation, oui, il y en a plein, mais bon, qui, avec la Fondation, etc., va financer des entreprises à vocation, alors développement durable, mais bon. Donc, c'est absolument pas impossible. Et dans les expériences dont je parlais tout à l'heure, une qui se fait, alors ça se fait même, vous me l'avez dit tout à l'heure, ça se fait même ici, par exemple, les coopératives d'habitation. Et il y a des coopératives d'habitation qui vont mutualiser un certain nombre de choses, qui vont faire venir des circuits courts, etc. On voit bien que l'aspect coopératif, et j'y fais allusion en parlant d'économie sociale et solidaire aussi, hein, l'aspect coopératif peut être une structure assez importante pour réorienter, dans un certain sens, au moins une part de notre société. Oui, je pense que c'est... On fait le lien avec ce qui s'est construit depuis le 19e siècle, mais c'est un lien assez intéressant, me semble-t-il. Je me permets peut-être une dernière question. Dans votre article « Vers une économie authentiquement circulaire », vous faites référence à des indicateurs de circularité, parce que si on veut changer les choses, il faut être capable peut-être de les mesurer, justement. Alors, vous parlez d'indicateurs quantitatifs, hein, bien sûr, pour le recyclage, réutilisation. Ça se fait, enfin, relativement bien, encore que c'est un grand défi, là. Et même pour mesurer la réduction des flux, ça se fait, encore une fois, mais c'est un bon défi. Alors, comment on peut mesurer qualitativement, justement, le fameux progrès social d'une sobriété environnementale? Alors, c'est pas ça, mais je pense que nos amis économistes spécialistes du bien-être, ça ne devrait pas être une équation insoluble pour eux, mais on va même plus loin. On dit, est-ce qu'on pourrait essayer de mesurer comment une société peut devenir de plus en plus réflexive. Hein, si on veut limiter nos consommations, et on n'y arrivera jamais si on contraint. La contrainte, alors sauf la contrainte argent, malheureusement, mais la contrainte légale, c'est une absurdité, c'est dangereux d'une part, et ça ne marche pas. On réduira d'autant plus nos flux qu'on est conscient de la nécessité de devoir le faire. Et pour ça, il faut que nous devenions tous, en certaine manière, un peu conscients. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le lien entre nos faits et gestes, et le fait qu'on sache que vous avez 7 milliards 500 millions, peut-être bientôt 9, peut-être bientôt 10, qui peuvent faire les mêmes gestes. Et que l'impact de ces gestes ne peut être compris que si on sait qu'en même temps, 7, 9, 10, peut-être milliards peuvent les faire. Donc, on est totalement anti-hayekien
Hayek pensant qu'une économie, ça ne fonctionne que si les opérateurs sur un marché sont comme des boules sur un billard, c'est-à-dire s'ils ne font preuve d'aucune réflexivité. Seul l'économiste, avec sa science, peut faire preuve d'un peu de réflexivité, mais le citoyen ne doit pas le faire. Nous, on a exactement le projet inverse. On ne s'en sortira qu'en diffusant une conscience réflexive. Alors, ça ne va pas être simple, hein. Alors, ça va? Pas d'autres questions de la salle ni du web? Alors, M. Bourg, Mme Parizeau et M. Pigeon, je vous remercie de cette belle table ronde, effectivement, qui a permis à tous de mieux comprendre ce concept de permacircularité et surtout de comprendre les défis majeurs auxquels on est confronté dans un tel système. Alors, merci beaucoup et à la salle aussi.